Donc voilà, c'est un petit peu original. Là, on fait une présentation un petit peu différente des autres années. Donc déjà, je vais me présenter. Je suis Didier Paradis, un des nombreux animateurs du club. D'habitude, on fait ces ateliers en mode présentiel, comme on a l'habitude de dire maintenant. Cette année, c'est pas possible, donc on va vous faire ces petites présentations là en live. Mais avant ça, il y a la présidente qui a un petit mot à vous dire. Malheureusement, elle n'est pas présente, elle ne peut pas être présente, donc on a enregistré un petit discours et on va vous passer ça tout de suite, ça ne dure pas longtemps, je vous rassure. C'est parti. Bonjour, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, Laetitia, je suis la présidente du club. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde lors de notre premier live vidéo et surtout la bienvenue à nos nouveaux adhérents qui nous ont rejoints pour cette nouvelle année un petit peu spéciale. Voilà, donc en espérant pouvoir rencontrer tout le monde prochainement. Bon, pour l'instant c'est un peu mal barré, mais on ne désespère pas. Donc par contre, désolée de ne pas être présente avec vous ce soir, je suis en déplacement en province pour le boulot. Voilà. Dans ce contexte un petit peu particulier, l'ensemble du bureau a brainstormé pour maintenir une activité régulière et garder un lien entre vous et nous. De nos cerveaux de génie a émergé l'idée de vous proposer régulièrement un atelier théorique en direct live vidéo depuis YouTube. Donc, tous les membres du club recevront un lien par mail pour se connecter au live à l'horaire habituel, 20h45. Et les personnes qui ne pourront pas participer à la session en direct pourront rejouer la présentation quand ils le souhaiteront depuis leur canapé. La session sera enregistrée donc à chaque fois. Pour vous connecter, vous n'avez pas besoin de vous créer un compte YouTube. Il vous suffira de cliquer sur le lien qui vous est fourni dans le mail qu'on vous enverra avant le démarrage de chaque session. Par contre, vous avez la possibilité de chatter pour poser des questions à l'animateur. Et si vous voulez chatter, par contre, là, vous n'aurez pas le choix que de vous créer un compte YouTube. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Donc vous aurez l'animateur qui sera face à la caméra, qui vous présentera l'atelier, et vous aurez un assistant animateur qui sera là pour lire vos questions et interrompre de temps en temps l'animateur en question pour poser vos questions. Et donc ça vous permettra d'avoir vos réponses en direct live. Voilà. Et comme lors des ateliers en présentiel, chaque session sera dédiée à un thème donné. Donc, les 2 premiers ateliers seront dédiés à la base de la photographie. C'est pour permettre aux nouveaux adhérents qui nous rejoignent de pouvoir maîtriser les bases de leur appareil et de la photographie, sinon vous allez être perdu. Donc, sur ce, je vous laisse avec Didier qui va animer le premier atelier, les bases de la photographie. J'espère que vous apprécierez cette nouvelle façon de faire pour nos ateliers et je vous souhaite une bonne séance. Au revoir. Voilà, petit discours de la présidente Laetitia. Et donc ce soir, on fait un atelier sur les bases de la photographie. C'est un atelier qui va s'adresser plutôt aux débutants. On va voir des bases. On va parler de pas mal de choses, mais il y a 3 choses essentielles et je vais bien insister. Donc normalement, ça sera clair pour vous sur ces 3 petites choses-là. Je veux absolument que ces choses-là soient acquises. Donc on les reverra de toute façon toute l'année. Hein. Mais ça serait bien d'essayer de comprendre ce soir déjà. Donc allons-y, les bases de la photographie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi je me suis trompé, pardon. Hop. Voilà. Alors, sommaire. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va d'abord parler des capteurs des appareils photo, parce qu'en fait, vous allez voir que ça a une incidence, plusieurs incidences, le capteur de l'appareil photo. Donc s'il y a des gens qui ont besoin d'acheter un appareil photo, par exemple, c'est important à savoir. Les objectifs, encore plus important que le capteur. La prise en main de l'appareil photo, vous allez voir, c'est pas si simple que ça. L'autofocus, on va parler d'autofocus parce que c'est une des raisons principales des photos loupées, c'est qu'on règle mal son autofocus, mais bon, tous ces points-là, on va en parler vite fait, c'est pas le but essentiel. On va parler de l'ouverture. Alors ça, par contre, c'est un des points fondamentaux. L'ouverture, la vitesse et...
je vais y arriver, la sensibilité. Ces 3 points-là sont les 3 points fondamentaux qu'on va aborder ce soir et qu'il faudrait, si possible, arriver à maîtriser. Donc je vais insister. Peut-être que ça va vous paraître peut-être pas aussi simple que ça, mais on les répétera. L'atelier suivant en reparlera, donc ça va finir par rentrer de toute façon. Ensuite, on fera une analogie, c'est-à-dire que pour essayer de comprendre ces 3 points-là, on va faire une analogie qui va peut-être vous aider à comprendre ces principes. Et puis on indiquera ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc surtout ces 3 points-là, évidemment. Matériel capteur. Alors, plus le format du capteur est grand, donc les appareils photo, ils ont des capteurs différents, il y en a qui ont des petits, d'autres des plus grands, des encore plus grands, etc. Et plus la profondeur de champ sera petite. C'est quoi la profondeur de champ? C'est une notion effectivement qu'il faut maîtriser. Profondeur de champ, c'est la zone de netteté. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une photo, il y a une personne devant vous qui se trouve à 2 mètres, vous allez faire la photo. La personne à 2 mètres va être nette parce que vous avez bien fait les choses. Et celles qui sont derrière à 3 mètres, à 5 mètres et à 10 mètres ne seront pas nettes. Et bien la profondeur de champ, c'est cette zone qui va être nette. C'est jamais pile 2 mètres par exemple, ça va être entre 1,80 m et 2,20 m, ça va être entre... bref. Et donc cette zone, on peut l'allonger comme on a envie, en réglant justement différentes choses. Donc vous allez apprendre à maîtriser ça, et ça sera d'ailleurs l'objet de l'exercice que je vais vous proposer à la fin de cet atelier. Maîtriser la profondeur de champ, donc la zone de netteté de notre appareil photo. Je me trompe de sens encore. C'est pas pratique, j'ai une souris là qui fonctionne pas bien, mais bon, on va y arriver. Donc là, on voit les différents capteurs. Si vous regardez l'image sur la droite, là, vous allez voir toutes différentes tailles de capteurs. Hein. Ça va du petit téléphone, en général c'est dans les téléphones les plus petits, jusqu'à dans des gros appareils qu'on appelle des moyens formats, là, comme celui-ci. Alors, plus qu'on est dans le club des gens qui en ont, on avait il n'y a pas longtemps, mais il n'y a plus personne, je crois, qui en a. Donc ça, c'est des capteurs, ce qu'on appelle full frame, c'est la référence. Pourquoi c'est la référence? Parce que depuis des années, il y a eu, sur tous les réflexes, on utilisait des pellicules 24-36, donc 24 mm en hauteur, 36 mm en largeur. Et bien les capteurs de ces appareils full frame font 24-36, à peu près. Et puis des appareils comme l'autre à côté qui est un capteur APS-C, c'est-à-dire plus petit que 24-36, alors je ne sais plus exactement combien c'est, peu importe. Donc voilà, différents. Le problème de choisir un capteur, c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a des incidences. Donc sur la profondeur de champ, je vais y arriver, j'ai un souci avec sur la profondeur de champ, mais aussi sur le prix. Hein. Acheter un appareil comme ça ou acheter un appareil comme ça n'a rien à voir. Là, on parle plutôt en plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, alors que là, on est plutôt en centaines d'euros. En plus, il y a une histoire de compatibilité avec les objectifs. C'est-à-dire que... cette souris là, je suis désolé. On va y arriver. C'est le direct. Hein. Je vais passer là. Ah, j'étais trop long. Donc là, on voit ce qu'un objectif va donner comme image. C'est-à-dire qu'on met l'objectif sur l'appareil photo, ça va projeter une image sur le capteur. Les objectifs qui sont faits pour les grands capteurs, ils vont projeter cette image-là. Les objectifs qui sont faits pour les petits capteurs vont projeter cette image-là. Donc on imagine bien que si on met un objectif prévu pour un petit capteur sur un grand, bah, sur le capteur, il va manquer des endroits, et des endroits où il n'y aura pas l'image, donc ça sera noir. Donc ça ne va pas, évidemment. Donc il faudra faire quelque chose. On va parler des objectifs, donc maintenant. La longueur focale, c'est quoi la longueur focale? Quand on achète un objectif, souvent on va se concentrer sur... On sait à peu près quelle longueur focale on a besoin. Pourquoi? Parce que la longueur focale, c'est ce qui va déterminer
le niveau de zoom en quelque sorte, le grossissement qui va être appliqué. Typiquement là, c'est pas possible. Je vais y arriver, à la fin de la présentation ça va marcher. Hein. Voilà. Hop, on avance, non. Je vais changer de souris pour la prochaine fois, hein, c'est promis. C'est infernal, hein. Voilà. J'ai l'impression que c'est bon. Voilà. Donc là, ces photos ont été prises du même endroit, mais avec un appareil, avec un objectif différent. Ici, on a un objectif de 24 mm sur la première photo, jusqu'à 2000 mm sur la dernière. Alors la petite maison qu'on voit sur la dernière, là, elle n'est même pas visible sur la première photo, tellement elle est petite. Hein. Donc le problème aussi, c'est que plus on va prendre des focales importantes, en général, plus ça va être cher. Ou alors à l'inverse, plus des grands angles, ça va aussi être cher d'ailleurs. C'est plutôt les milieux, c'est-à-dire les 50 mm, c'est ce qu'on appelle la focale, on va dire moyenne, qui correspond plus à notre œil. Et bien 50 mm, là ça va être plutôt dans les objectifs les moins chers. Et autre chose qui va influencer, c'est le diamètre de la lentille frontale. En fait, l'objectif, on peut acheter un objectif de, mettons, 200 mm, mais avec différents diamètres. 200 mm, ça va être la longueur, comme ça, on va dire. Et le diamètre, par contre, lui, il va influencer la quantité de lumière qu'on reçoit. Et plus on prend un gros diamètre, bien sûr, plus c'est cher. Et alors là, les prix, ça s'envole. Hein. Donc, et puis les zooms, alors eux, ils n'ont pas une focale fixe, c'est ce qu'on appelle des zooms, ils ont donc une focale variable qui vont varier, par exemple, là, sur comment dire, l'appareil qui est en train de me capter, là, on a mis un 70-200, ça veut dire qu'il peut aller de 70 mm jusqu'à 200 mm. Donc ça permet de zoomer déjà un peu plus sur la photo, donc pas énormément, mais un peu. Alors, on passe à la suite. Donc on va l'adapter, pas seulement en fonction de son niveau de grossissement, mais aussi en fonction du type de photo qu'on veut faire. Si on veut faire de la macro, il y a des objectifs qui sont spécialisés pour ça. Et donc vaut mieux prendre un objectif spécialisé en macro, ça va faire des photos qui sont quand même plus belles si on fait de la macro. Quand on veut faire des photos comme ça, là-dedans, où généralement il y a assez peu de lumière, etc., et puis ça bouge vite, il va falloir des objectifs qui emmagasinent un maximum de lumière, donc avec une lentille frontale justement qui soit assez importante, donc ce qu'on appelle des grandes ouvertures. Et puis, alors là, quand on a des objectifs comme ça, là, pour faire des photos de voitures de course par exemple, où là la vitesse est très importante, il va falloir pareil qu'il y ait de la lumière, et il va falloir aussi que leur autofocus, parce qu'il n'est pas seulement dans l'appareil, l'autofocus, l'objectif il a son importance aussi, soit performant. Et puis bon bah voilà, là c'est plus des objectifs un peu classiques où là on va faire, voilà, par exemple c'était un avion, là on n'a plus de choix entre plusieurs objectifs. Donc en fonction de la lumière, comme je le disais, donc là par exemple cette photo, c'est une photo faite en studio. Les photos faites en studio, on a des flashs. Les flashs, ça paraît pas, mais ça génère une lumière énorme. Et donc on a autant de lumière qu'on veut. Alors là, on va pas s'embêter à prendre un grand diamètre de lentille frontale, hein. Ça serait bête d'acheter un objectif cher alors qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, eh bien, quand on veut faire comme ça des photos de nuit, d'une voiture par exemple, ou autre chose, eh bien là on a besoin de lumière, et donc là on a besoin d'une lentille frontale un peu plus importante, donc d'une plus grande ouverture, on va dire. Et puis selon ses moyens, parce que effectivement, le prix peut varier entre 10 000 € pour un objectif comme ça, jusqu'à 100 € pour un objectif comme ça, quoi. Donc voilà, aussi en fonction des moyens évidemment. Bon, tout ça, c'est voilà, pour avoir des généralités sur les objectifs, hein, puis il y a des intermédiaires là, qui valent dans les, je sais plus, 1500 €, enfin bref. C'était pour avoir des notions sur les objectifs, ça. Maintenant, on va parler de la prise en main, et ça c'est assez intéressant, parce que là, il n'y a pas d'argent qui compte, c'est juste la façon de tenir son appareil photo. Et ça, c'est des petites notions qu'on va donner aux débutants pour éviter certaines erreurs qu'on fait assez fréquemment quand on débute. C'est notre photo est floue. Elle est floue pas forcément parce qu'on a mal fait le focus ou quoi que ce soit,
mais parce qu'on a bougé quand on a pris la photo. Pourquoi on a bougé? Parce que en fait, le fait d'appuyer sur le déclencheur, eh ben, ça fait bouger l'appareil photo, ou nous on bouge tout simplement, enfin bref. Donc si on tient bien son appareil photo, déjà, eh bien, ça va aider à prendre des photos, on sera mieux stabilisé, donc nous déjà on ne va pas bouger. Après, si le sujet il bouge, s'il y a d'autres soucis, ok, mais au moins on s'affranchit de ce problème-là. Donc quand on utilise un appareil photo pour aller faire de l'animalier par exemple, ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt prendre un monopode parce qu'en fait les objectifs sont assez lourds et donc à le tenir à portée, enfin à la main comme ça pendant des heures. Il y a Laurent qui est là avec moi et qui ne me démentira pas, surtout qu'il a un objectif qui est assez lourd aussi. Et bien du coup là il faut quelque chose pour le supporter, quoi. Donc un monopode ça peut être la solution. Il y a plusieurs autres solutions, hein, mais le monopode en est une. C'est pas très lourd, parce que un monopode c'est quoi? C'est un pied en fait, mais un seul pied, c'est pas un trépied, hein, il n'y a pas trois pieds, il n'y en a qu'un seul, et ça supporte le poids. Par contre c'est à nous de le maintenir en général. Une autre solution c'est de tenir correctement son appareil photo, je vous montre. Souvent on prend la photo comme ça, alors là il n'y a pas d'objectif, mais ouais, on le prend comme ça, hop, et toc, on appuie. Si on le tient comme ça, on n'est pas très stable, là, on peut bouger assez facilement. Il y a une façon plus simple, enfin plus stable de prendre la photo, c'est déjà de se mettre un petit peu sur le côté comme ça, d'appuyer son coude contre son ventre là. Et puis en général c'est l'objectif là qu'on soulage avec la main. Et puis comme ça là, on colle aussi notre coude ici, et là du coup on fait qu'un avec l'appareil photo. Hein, hop, on est bien collé, et du coup soit tout notre corps bouge, soit on ne bouge pas du tout. Mais en tout cas, on ne va pas juste bouger ici en tremblant un peu, en appuyant en tout cas. Voilà, bon, ça c'est juste des petits conseils pour les débutants. Hop. Ouais, bon, ça c'est un petit conseil, c'est de tenir donc je disais soulager l'objectif. En fait, soulager l'objectif c'est une chose, mais on peut aussi soulager plus loin que l'objectif si on arrive toujours à maintenir notre coude. Ça permet d'avoir un peu plus d'amplitude et du coup on est un peu plus précis dans nos mouvements. Bon, bref, ça c'est du petit détail. Quand on en sera là, c'est qu'on est déjà pas mal avancé. Alors l'autofocus. On va parler des collimateurs. C'est quoi les collimateurs? Si vous regardez cette photo là-bas sur votre droite, les collimateurs c'est tous les petits points qu'on voit là. Alors ça va être différent selon chaque appareil photo. Chaque constructeur fait à sa manière, et puis plus on en met, plus ça coûte cher. Donc selon les moyens, haut de gamme, etc., on va avoir un nombre de collimateurs différents. Mais c'est ces collimateurs, c'est ces emplacements-là qui vont faire le focus. Donc c'est important de savoir qu'il faut choisir les bons collimateurs et les mettre bien sur le sujet. Quand on fait des photos dont l'autofocus est très important. C'est le cas, par exemple, quand on veut faire, je sais pas, des enfants qui courent, etc. Ça bouge pas mal, donc il faut absolument suivre l'enfant avec le collimateur pour que l'appareil photo puisse estimer justement à quelle distance il sera au moment où on déclenche la photo. Il y a plusieurs modes pour l'autofocus. Le mode ponctuel ou suivi. Ponctuel, ça veut dire j'appuie à mi-course, l'appareil photo fait la mise au point selon le collimateur choisi, et puis on peut bouger tant qu'on veut, il restera sur cette distance-là. C'est ce qu'on utilise beaucoup, comme je l'ai illustré sur la photo en bas, en photo de studio. Hein, photo de studio, le sujet en général il ne se sauve pas, donc, ou alors vraiment c'est qu'il faut qu'on se remette en question. Donc on utilise le mode ponctuel. Et le suivi, ça veut dire que l'autofocus va suivre le sujet. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va le suivre forcément se déplacer, c'est surtout qu'il va calculer en permanence la distance. Il va voir par exemple quelqu'un, un train qui vient vers nous, il va voir, ah tiens il est à 100 mètres, ah tiens il est à 99, 98, 97. Au moment où je déclenche, ah il va calculer, il sera à 96, hop je règle à 96 et toc je déclenche la photo. Et du coup la photo sera nette. Donc c'est ça le mode ponctuel ou mode suivi. Ça mérite un atelier à eux tout seuls, hein, parce que c'est pas possible. Hop. Le suivi.
Justement, j'ai pris l'exemple d'un train, mais là, c'est par exemple un enfant qui court et qui vient vers la personne, vers le photographe. Donc là, c'est important de garder le collimateur sur le corps de l'enfant pour être sûr que l'autofocus puisse bien faire son travail. Et donc, quand on prend les photos en rafale, entre chaque photo, il puisse recalculer exactement à quelle distance sera l'enfant. L'ouverture. Alors là, voilà, tout ce que j'ai dit avant, vous avez le droit d'oublier, on s'en moque. Par contre, là, l'ouverture, c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture? Si vous voulez sortir, en tout cas, des modes automatiques, c'est important de maîtriser cette notion d'ouverture. Alors, quand ma souris voudra bien lancer, voilà. Qu'est-ce que c'est l'ouverture? Ça va permettre de définir la quantité de lumière qu'on reçoit. Et donc, la clarté de l'image. Est-ce qu'elle sera claire ou au contraire, est-ce qu'elle sera un peu trop foncée? Par exemple, sur les deux images que vous avez en haut à gauche, là, à droite, pardon, pour vous, il y en a une qui est plus sombre que l'autre. Elles ont été prises au même moment, au même endroit, mais on a changé l'ouverture. L'ouverture, c'est en fait ce qu'on appelle il y a dans l'objectif un diaphragme qui va se fermer ou s'ouvrir. Plus il est ouvert, plus il y a de lumière qui rentre, et plus il y a de lumière qui rentre, plus la photo sera claire, évidemment. Donc on a le choix de régler cette ouverture. Elle a d'autres conséquences que d'avoir plus ou moins de lumière. Et cette autre conséquence, alors oui, il y aura d'autres moyens, on verra, pour moduler la quantité de lumière qu'on reçoit. Mais surtout, ça va définir cette fameuse profondeur de champ, PDC. Alors, je vais faire une petite pause là de temps en temps. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit pour les questions. Il y a, bon, je le répète, même si je crois que Laurent l'a dit, déjà il y a un petit décalage entre le moment entre ce que vous voyez et le moment où moi je dis les choses. Il y a une dizaine de secondes, on va dire. Donc déjà, on ne peut pas dialoguer exactement en direct. Quand vous posez une question, il me faut un peu de temps pour la voir. Et puis surtout, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois pour répondre aux questions, donc je vais faire des pauses de temps en temps. Et donc Laurent viendra me poser les questions que vous avez posées sur le forum et voir si je peux y répondre en direct, ou sinon Laurent s'y collera, ou sinon, vous aurez la réponse plus tard sur le forum. Donc oui, Laurent, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question de Bernard. Oui. Est-ce que le nombre de collimateurs influence la profondeur de champ? Non, ça n'a absolument aucun rapport entre les deux. Le nombre de collimateurs, ça va permettre d'être plus précis dans la définition, enfin dans le calcul du focus, mais ça n'a rien à voir avec la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est vraiment la zone de netteté, mais la zone dans le sens, la distance de netteté, hein, par rapport à... Hop, je vais reprendre un exemple. Je prends mon appareil photo, là, je me mets là, hop, par rapport à la télé, là, je suis dans le sens de la télé, et donc je vais être net d'ici à là, par exemple. Ça, c'est ma zone de profondeur de champ. Par contre, ce qu'on pourrait confondre, c'est de se dire, ah ben les collimateurs, ils prennent toute la place, ou alors au contraire, ils sont que au centre. Ça, c'est la zone d'autofocus, c'est pas la zone de profondeur de champ, hein, c'est pas la zone de... C'est vraiment deux choses différentes. Donc l'autofocus, c'est vraiment à quel endroit de l'image je calcule la profondeur de champ, enfin le point de focus. Et la profondeur de champ, elle est définie par l'ouverture qu'on va utiliser. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas d'autres questions? D'accord. Donc je continue. Si la souris veut bien, voilà. Donc plus l'ouverture est grande, donc c'est-à-dire plus on reçoit de lumière, et plus la zone de netteté va être petite. Hein, je reprends mon exemple, je mets mon appareil photo ici, hop, je photographie un élément qui se trouve là. Eh bien, je vais me régler pour qu'il soit net ici, ça va être net de là à là-bas. Ok, très bien. Si j'ouvre encore plus, au lieu d'avoir tout ça en profondeur de champ net, eh ben, je vais réduire. Il va y avoir que ça, puis que ça, puis que ça. On se dit, bah, c'est pas terrible, plus on ouvre, plus on a de lumière, c'est bien, sauf que du coup, ça va être dur d'avoir quelque chose de bien net. C'est vrai, mais ça a un gros avantage, c'est que quand on fait par exemple du portrait,
on veut que l'arrière-plan, lui, soit très flou. Ça va mettre en évidence le visage de la personne, enfin, ou la silhouette, peu importe le type de portrait qu'on fait. Et donc, pour pas que notre œil soit, enfin l'œil du spectateur soit détourné par ce qu'il y a autour, on va rendre tout le reste flou. Et donc, cette faible profondeur de champ va permettre de faire ce genre de choses. A l'inverse, il y a des fois où ce qui nous intéresse, plutôt dans un paysage, ça va être de voir un peu tout ce qu'il y a autour de ce paysage, et donc de laisser notre œil se balader un petit peu partout. Et du coup, là, ça peut être bien que tout soit net. Donc là, au contraire, on va fermer pour avoir le moins de lumière qui rentre, et moins on a de lumière qui rentre, enfin plus c'est fermé on va dire, et plus la profondeur de champ est grande, et donc on va pouvoir être net d'ici jusqu'au bout de la télé là par exemple. Donc par exemple tout un champ, ou, etc. Donc ça c'est important à comprendre, et ça sera l'objet de l'atelier, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le fait de régler et de choisir son ouverture va permettre de choisir quelle est la zone de netteté, et à quoi va ressembler le flou qu'il y a derrière ou devant. Et ça c'est important, ça a l'air de rien, mais les belles photos souvent sont faites en maîtrisant cette notion. Quand on est en mode automatique, on ne maîtrise pas ça du tout, c'est l'appareil qui choisit. Ben, l'appareil, c'est pas lui qu'on veut faire plutôt pardon, du portrait ou plutôt du paysage, et donc du coup qu'on veut que tout soit net, ou au contraire il y a trois personnes, on veut que les trois soient nettes, ou alors on veut qu'il n'y en ait qu'une, on veut plutôt détacher les autres, il n'en sait rien. Nous on le sait, donc nous on peut régler cette ouverture pour ça. D'où l'intérêt de sortir du mode automatique. Un exemple de photo faite avec un arrière-plan qui est très flou, hein, c'est un papillon. Alors là c'est presque obligé que ce soit flou parce que c'est ce qu'on appelle de la proxy, c'est pas tout à fait de la macro. C'est-à-dire que c'est près, mais pas aussi près que de la macro. Et plus on est près comme ça, et plus l'arrière-plan sera flou, et plus on a du mal à avoir une grande profondeur de champ. Voilà. Et donc l'inverse de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que plus l'ouverture est petite, donc petite ouverture, ça veut dire qu'on ferme le diaphragme comme ça, donc il n'y a qu'un petit trou qui laisse passer la lumière dans l'objectif. Et plus... Hop, je vais la voir cette photo, elle va revenir, enfin, j'espère. Ah. Par exemple, sur cette photo, qui est une photo de famille, on va dire, et bien c'est intéressant d'avoir tout net, surtout il y a beaucoup de lumière, donc on est obligé de fermer parce que quand il y a le soleil, il y a énormément de lumière. Donc là, j'ai fermé effectivement l'ouverture, et du coup, ça veut dire que tout est net, donc les montagnes derrière sont aussi nettes que le sujet qui se trouve devant. Donc ça, c'était l'ouverture. Je vais y revenir pour essayer de l'expliquer autrement, mais c'était l'ouverture, c'est bien de maîtriser ça. La vitesse, ou alors ce qu'on appelle aussi le temps de pause, c'est quoi? Hop. Ça va venir. Ça va permettre, comme l'ouverture le permettait, de définir la quantité de lumière qu'on reçoit, hein, puisque si on ouvre plus longtemps, on a plus de lumière qui arrive, et du coup il y a plus de lumière qui est reçue par le capteur. Encore ces deux photos-là, prises au même moment que le même appareil photo, mais en réglant un temps de pause différent. Forcément, il y en a une, celle qui a été exposée pendant le plus longtemps, qui a reçu plus de lumière que l'autre et qui donc est plus claire. C'est un moyen d'influencer donc sur la quantité de lumière reçue. Donc si vos photos sont trop claires, trop sombres, machin, bah, c'est en réglant soit la vitesse, soit l'ouverture, ça va vous permettre de pallier ce problème de photos trop sombres ou trop claires. Ça permet aussi de figer ou de montrer le mouvement. Effectivement, donc le temps de pause, il faut imaginer qu'on a notre appareil photo, là je reviens dessus, hop, je le reprends. Voilà, il y a le capteur qui se trouve juste derrière ce petit cache là. Et devant le capteur, il y a un rideau qui se ferme. Hop, donc là, le capteur il capte rien, pas de lumière. Et puis à un moment, on déclenche pour prendre la photo. Le rideau se lève, et du coup la lumière rentre. Elle imprègne le capteur, et puis le rideau va se fermer. En fait, c'est souvent un autre rideau qui va venir d'en dessous, qui va se fermer comme ça. Hop, bon ben voilà, le capteur il a reçu sa quantité de lumière.
Les rideaux se sont ouverts pendant le temps qu'on a défini, donc la fameuse vitesse ou le temps de pause. Et donc toute cette lumière qui s'est accumulée là a permis d'imprégner le capteur et de définir la photo qu'on aura. Si on a laissé ouvert pendant trop longtemps, il y a trop de lumière qui est rentrée, du coup la photo sera trop claire. Si à l'inverse, on a ouvert et refermé aussitôt très très vite, finalement il n'y a pas eu assez de lumière qui est rentrée. Et s'il n'y a pas eu assez de lumière rentrée, bah, la photo elle sera trop sombre. Mais ça a aussi une autre influence, c'est par exemple quand on veut montrer du mouvement. Typiquement, là, cette danseuse avec des cerceaux, on pourrait se dire, eh ben, on va prendre la vitesse, on va prendre très vite, c'est-à-dire qu'on ouvre, on ferme, hop. Donc, pendant ce temps-là, rien n'a bougé, le cerceau, il n'a quasiment pas bougé, la danseuse non plus, donc elle sera bien nette, elle ne sera pas floue parce qu'elle a bougé. C'est bien, sauf qu'on a l'impression qu'elle est arrêtée. Quand on va voir la photo, on a l'impression que c'est une personne arrêtée qui tient un cerceau comme ça. Si, à l'inverse, on prend un petit peu plus de temps, pas trop, parce que sinon on va y avoir d'autres problèmes, mais un peu plus de temps, et bien pendant ce temps-là, le cerceau il va avoir parcouru une certaine distance. Et bien pendant qu'il a parcouru toute cette distance, la lumière est arrivée, donc sur le capteur, ça a imprégné avec le cerceau à un endroit, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc on va avoir ce flou de mouvement, ce qu'on appelle le flou de mouvement, sur les cerceaux, comme on peut le voir là. Donc ça a un intérêt, parce que là ça montre quelque chose de plus dynamique. On voit bien que la danseuse elle était en train de bouger. Par contre, des fois, bah, c'est l'inverse, des fois on voudrait que ce soit figé. Typiquement là ce danseur, je prends beaucoup de photos de danse, enfin je prenais beaucoup de photos de danse, c'est un peu moins le cas maintenant. Ce danseur, je voulais figer son mouvement parce qu'il y avait une position qui me plaisait. Ok, bah dans ce cas-là, temps de pause rapide, et toc, on arrive à une photo comme ça qui est assez figée, mais c'était le but, voilà, même s'il est en train de danser. On va passer à la suite. Donc, on a vu l'ouverture, on a vu la vitesse, et on va voir un dernier point, ces trois points-là qui sont importants, ouverture, vitesse et la sensibilité. La sensibilité, c'est quelque chose qui est devenu très modulable grâce au numérique. Hein. En argentique, on avait aussi cette possibilité de choisir sa sensibilité, sauf qu'on la choisissait en choisissant sa pellicule. Donc une fois qu'on avait mis une pellicule avec une certaine sensibilité dans l'appareil, bah, jusqu'à la fin de la pellicule, on se débrouillait avec cette sensibilité-là. Avec nos appareils et nos capteurs, c'est différent, on peut se permettre de modifier la sensibilité entre chaque photo. Donc c'est quoi la sensibilité? C'est le capteur, pour que la photo soit... Mettons, je prends toujours la même chose. Une maison, là, en plein soleil, dehors, une maison. Ok, très bien. Pour que ce soit bien exposé, il faut que j'expose pendant une seconde, admettons, c'est complètement bidon, mais pendant une seconde, j'ouvre et je ferme, et hop, là, ma photo, elle est belle. Finalement, je veux qu'elle soit plus claire. Ah, je pourrais ouvrir pendant 2 secondes au lieu d'une seconde, c'est une possibilité. Je pourrais ouvrir davantage mon diaphragme, c'est une autre possibilité, hein, qui soit déjà au maximum. Et une troisième possibilité, c'est la sensibilité, on peut se dire, je vais rendre mon capteur plus sensible. C'est-à-dire qu'en recevant la même quantité de lumière, il va s'en imprégner davantage. Il va donc être plus sensible, l'image sera beaucoup plus claire. Donc ça, on peut le faire avec nos capteurs, là. Ça n'a pas que des avantages, mais ça en a. Hein. Des fois, quand on fait des photos, surtout de nuit ou de danse, là, on a besoin d'un peu de rapidité, parce que sinon, c'est trop flou de bouger. Et puis surtout, c'est pas très bien éclairé. Donc, et ben, du coup, on est un peu embêté, parce qu'on a ouvert au maximum, on a mis le temps maximum qu'on pouvait, parce que sinon c'est trop flou. Et ben, la dernière possibilité qui nous reste, c'est de modifier la sensibilité. Donc la sensibilité va nous permettre de définir la quantité de lumière, c'est une chose. Donc je reprends mes 2 photos, hein, les 2 mêmes photos qu'on peut faire. On change la sensibilité sans rien changer d'autre. Et bien voilà, ça change la luminosité qu'il y a sur la photo. Plus on monte en sensibilité, plus on a de bruit. Alors ça, c'est le gros inconvénient. Donc il y a Florian qui est là à la régie. Là, Florian, si tu peux montrer le diapo là. Vous voyez sur la photo là de gauche, je ne sais pas si ça se voit trop sur YouTube, mais
il y a du grain, ce qu'on appelle du grain, c'est-à-dire des petits points un petit peu partout sur la photo. C'est pas lisse, net, comme on pourrait imaginer qu'une photo doit l'être. Et bien ça, c'est parce que je suis monté beaucoup en sensibilité. Et quand on monte beaucoup en sensibilité, on a ce qui est un phénomène qui est le bruit qui apparaît sur la photo. Des fois ça nous gêne, des fois ça ne nous gêne pas, ça se rattrape un peu en post-production, donc c'est pas forcément un problème, puis ça peut donner aussi un petit peu de caractère à la photo, bref, on peut jouer avec, mais il faut le savoir. Si on veut une photo hyper lisse, et ben là, on ne va pas monter en sensibilité. Donc la sensibilité, c'est ce qu'on appelle les ISO sur une photo. Donc comme je le disais, plus on descend, plus l'image sera lisse, nette, sans petits points parasites, on va appeler ça comme ça, le bruit, des petits points parasites sur l'image. Mais des logiciels comme Lightroom, comme d'autres logiciels permettent de rattraper ça déjà pas mal. Voilà, 2 photos en bas qui, elles, ont été faites avec une sensibilité, une faible sensibilité, donc du coup, pas de bruit du tout, quoi. C'est très lisse, très net. Voilà, donc ouverture, vitesse, sensibilité. C'est vraiment les 3 points importants à comprendre. Et en jouant sur ces 3 points, quand on se met en mode manuel, on peut jouer sur ces 3 points. En jouant sur ces 3 points, on va arriver à faire les photos qu'on veut en général. C'est important de les maîtriser, alors on prend le temps qu'il faut, hein. Ça peut prendre un an pour maîtriser tout ça, mais en sortant du mode automatique, on va maîtriser ça et du coup on va maîtriser un peu plus d'infos sur la photo. Je ne sais pas s'il y a des questions, Laurent, sur le forum. Non, ok, sur le chat. Ok, donc je passe à la suite. On va faire une analogie pour expliquer cette notion d'ouverture, de vitesse et de sensibilité. On va prendre un bocal. Notre but, c'est de remplir le bocal. Pour remplir le bocal, s'il pleut, il y a de l'eau qui tombe dedans, au bout d'un moment, il va être rempli. Maintenant, si je veux qu'il soit rempli plus vite, comment je vais faire? Une des solutions, c'est de mettre un entonnoir. Si je mets un entonnoir, il y a plus de gouttes qui vont tomber dedans, et du coup, il va se remplir plus vite. Une autre solution pour arriver vraiment à le remplir, ça ne va pas aller plus vite cette fois-ci, mais par contre, ça va permettre de le remplir jusqu'en haut, c'est d'attendre plus longtemps. Ok, on attend le temps qu'il faut pour qu'il soit rempli jusqu'en haut. Hop, ça ne veut pas, voilà. Et une autre solution pour que mon bocal soit rempli, alors ça paraît un peu triché, c'est de se dire, bah, je prends un bocal plus petit, il va être plus vite rempli. Ouais, c'est aussi une solution. Et alors c'est quoi l'analogie de tout ça? C'est que le bocal... Voilà, le bocal. Donc la pluie qui rentrait dans le bocal, on peut comparer ça à la lumière qui rentre dans notre appareil photo. Hein, les gouttes de pluie égale les photons de lumière. Ouais, c'est assez étonnant, celui qui regarde le slide, là, il a un peu de mal à comprendre, il se dit la pluie égale le soleil. Ouais, bon. Le bocal, c'est l'équivalent du capteur. Ce fameux bocal qu'on doit remplir, c'est le capteur qui doit, lui, recevoir une certaine quantité de lumière pour générer une image qui soit correctement exposée, c'est-à-dire pas trop sombre, pas trop claire. Allez, hop, bocal égale capteur. L'entonnoir, lui, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que notre objectif qui se trouve devant le capteur, avec son diaphragme, on va ouvrir plus ou moins le diaphragme comme ça, donc régler l'ouverture de l'objectif. Et donc cette ouverture, c'est l'équivalent de l'entonnoir. Plus on va prendre un entonnoir grand, plus il y a de lumière, enfin plus il y a de pluie qui va rentrer, donc l'équivalent c'est plus on ouvre grand, plus il y a de lumière qui rentre sur le capteur, qui arrive sur le capteur. Donc pour choisir l'ouverture, si on veut juste gérer l'ouverture, on va choisir ce mode AV là qu'on appelle, ou AP je crois sur certaines marques, enfin bon peu importe, qui veut dire ouverture en anglais. Hop. Le temps. Le temps c'est quoi? L'équivalent du temps là où on laissait notre entonnoir sous la pluie.
et ben, c'est l'équivalent du temps de pause, c'est-à-dire le temps où on ouvre pour laisser rentrer soit la pluie, soit les photons de lumière. Hop. Voilà. Donc le temps c'est TV chez Canon, chez Nikon, je sais pas, je sais pas. Bon bref, sur chaque marque ils ont leur truc un peu, mais bon voilà, il y a un mode, ils ont tous un mode priorité ouverture, priorité vitesse. Ils ont tous ces deux modes là, c'est sûr. Et puis la taille du bocal c'est quoi? Eh bien la taille du bocal c'est la sensibilité, c'est l'équivalent de la sensibilité du capteur. C'est-à-dire qu'avec un capteur qu'on va régler à très haute sensibilité, il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour qu'il soit rempli suffisamment pour avoir une belle photo. Alors qu'un capteur où on a baissé la sensibilité, il va lui falloir beaucoup de lumière pour arriver à imprégner ce capteur avec une quantité suffisante. Donc voilà l'analogie entre ce fameux bocal et le capteur. Les fameux photons qui rentrent pour imprégner le capteur ou les gouttes de pluie. Voilà. Ce qu'il faut retenir, il y a trois choses. L'ouverture sert à définir la profondeur de champ. C'est vraiment ce que j'ai dit au début. Et ça, retenez-le bien parce que c'est l'objet du petit atelier pratique que je vous propose par la suite. Donc là, typiquement, sur cette photo en haut, là, grâce à l'ouverture, j'ai pu mettre un peu de flou derrière pour justement que le sujet se détache un petit peu mieux que si je n'avais pas fait ça. La vitesse, elle va servir à figer ou au contraire à montrer le mouvement. Dans ce cas-là, là c'est un petit peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle un filet. C'est-à-dire qu'on a exposé longtemps, mais finalement on a suivi le véhicule. Donc si on suit le véhicule, finalement, il est toujours à la même place sur le capteur pendant tout le temps où on expose, donc il est net. Par contre, l'arrière-plan, lui, comment on s'est déplacé? Lui, c'est pas toujours la même chose au même endroit derrière, on s'est déplacé. Donc, l'arrière-plan, il est flou. C'est comme ça qu'on donne cette impression de vitesse sur les voitures, essentiellement. Et puis, la sensibilité qu'on va pouvoir régler, et qui, elle, va, attention, faut faire attention, va avoir une influence sur le grain de l'image. Bonne ou mauvaise influence selon ce qu'on veut faire. C'est vraiment les trois points qu'il faut retenir. Et puis alors là l'autofocus, mais non. Les trois points vraiment essentiels, c'est les trois premiers points là. Essayez de retenir ça, c'est vraiment... On s'en sert toute l'année, tout le temps. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des questions là? Non, il y en a, mais c'était répondu. Il y a eu des questions, mais on a eu les réponses, ok, très bien. Donc là, vous avez certaines références, donc vous retrouverez hein, cette présentation, que ce soit en format PDF ou la version vidéo de cette présentation, sur le PDF sur le forum et la partie vidéo sur la chaîne comment dire, du club, la chaîne YouTube du club. On vous fournira le lien bientôt. L'atelier pratique. L'atelier pratique, c'est quoi? Ah. Pourtant, je vais dans le bon sens. Alors, je vais vous proposer de jouer avec l'ouverture pour faire 4 photos différentes. Enfin, différentes. Légèrement différentes. Le but... Vous voyez, sur une table, là, devant vous, vous allez poser 4 objets à une distance différente. Et puis, vous allez vous placer à un endroit pour voir les 4 objets. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui cache l'autre, vous les décalez légèrement, mais surtout en les reculant, qu'ils ne soient pas à la même distance de vous, qu'ils ne soient pas tous à la même distance que vous, de vous. Et, alors voilà, j'ai juste mis... Ah. Juste pour que vous compreniez, j'ai mis un petit
une petite animation là, si j'arrive à la faire jouer. Hop, voilà, petite animation qui vous montre un peu la scène, hein, comment disposer les choses. Vous placez vos 4 objets en longueur, comme ça, vous vous mettez dans l'alignement, vous vous décalez légèrement pour qu'ils ne se cachent pas les uns les autres. Et puis le but, ça va être de faire une photo où vous allez avoir un seul objet net, puis une autre photo où il y en aura 2, puis une où il y en aura 3, et puis une où il y en aura 4. Et ça, si vous avez bien compris le cours, si je n'ai pas été trop mauvais, vous avez compris que c'est grâce à l'ouverture que vous allez pouvoir faire ça. Donc en changeant l'ouverture, vous allez pouvoir régler ça. Donc je vais vous montrer, si j'y arrive, les 4 photos que vous devriez arriver à faire. Hop. Voilà, alors la première photo, là par exemple j'ai mis 4 figurines. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-là étant la plus près, puis un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Là j'ai fait la mise au point sur la deuxième figurine. Et donc j'ai choisi une ouverture très grande, puisque l'ouverture très grande dit profondeur de champ petite. Donc c'est net de L jusqu'à L, pas plus loin. Par contre, sur la photo d'après, j'ai fermé un petit peu mon ouverture pour avoir 2 personnages à peu près nets. C'est pas parfait, mais il y en a à peu près 2 de nets. Et puis j'ai fermé encore, et là j'en ai 3 de nets, il n'y a que la dernière là qui n'est pas nette. Et puis j'ai fait une 4e image qui, elle, m'a donné mes 4 personnages bien nets. Voilà, c'est le but, c'est juste pour s'amuser. Vous mettez les photos sur soit le Facebook du club, soit le forum, et puis voilà, on les commentera, ou si vous n'avez pas réussi à le faire, vous nous posez vos questions, on répondra, etc. D'ailleurs, en parlant de questions, Laurent, est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a Pierre qui pose une question. Pourquoi ne pas toujours prendre le collimateur central? Ah, alors souvent sur les appareils photo, le collimateur central, il est plus performant que les autres. Il y a beaucoup d'appareils photo comme ça, en tout cas moi sur ceux que j'ai là, c'est le cas. Donc c'est pas mal d'utiliser le collimateur central quand on peut. Sauf que parfois on veut faire une photo où le sujet n'est pas au centre. Donc il y a une technique qui consiste à dire, je mets mon sujet au centre, j'appuie à mi-course si je suis en mode, je ne sais pas si vous vous rappelez les modes, mais si on est en mode ponctuel, ça veut dire que quand on appuie à mi-course, il fait la mise au point et il reste bloqué là-dessus. Donc si c'est le cas, ce qu'on peut faire, c'est on met le sujet au centre, on appuie à mi-course, et puis là on le décale parce qu'on veut qu'il soit un petit peu sur la droite, et puis là on appuie. Ok. Mais parfois, le sujet, on veut qu'il soit sur le côté, qu'il reste sur le côté, mais je ne veux pas avoir à faire cette manipulation de déplacement, parce que déjà, lui, peut-être que le sujet se déplace, etc. Donc du coup, si on sait que notre sujet, typiquement, je prends l'exemple d'une... tiens, on va prendre les voitures, là, tout à l'heure, les voitures de course qu'on voyait tout à l'heure. Souvent, quand on fait une photo de voiture de course, on met la photo à un endroit, et puis, hop, la voiture à un endroit, et puis on va laisser du champ devant, parce que c'est l'endroit vers lequel elle va. Voilà, c'est plus sympa à l'œil de voir ça plutôt que l'inverse, ou que d'avoir la voiture en plein milieu. Donc la voiture, elle va rester sur la gauche de la photo, on va dire, ou un tiers de gauche de la photo. Dans ce cas, on ne peut pas utiliser le collimateur central. Donc la solution, c'est de choisir le collimateur qui se trouve à l'endroit où on veut, donc au tiers gauche par exemple, et puis de suivre la voiture et de laisser ce collimateur faire le boulot de suivi de focus de cette voiture. Donc c'est quand le sujet ne se trouve pas au centre, c'est ce qu'on fait. Il y a aussi autre chose, le sujet peut être au centre, sauf que les collimateurs ils sont efficaces quand il y a du contraste. Si votre sujet c'est moi, et que j'ai un t-shirt complètement blanc, eh bien le collimateur central, s'il se trouve ici, parce que vous me prenez en pied, ça ne va pas bien marcher, parce que ici c'est tout blanc. Donc du coup, il vaut mieux prendre un collimateur sur les yeux, c'est l'idéal, ou sur, enfin bref, un endroit où c'est contrasté, sur éventuellement le logo Photosphère, là. J'ai réussi à le placer, mon logo Photosphère. D'ailleurs, on a des beaux t-shirts, hein, vous avez remarqué, super. Donc si vous voulez, ces t-shirts sont disponibles, on les
vend, je ne sais pas combien, mais on les vend, vous posez les questions, on vous dira, je ne sais pas combien ça se vend, mais voilà. Voilà, le collimateur, on va choisir le collimateur en fonction de l'endroit où se trouve le sujet, en gros, c'est un peu ça. Après, il y a aussi des modes un peu plus évolués où les collimateurs peuvent suivre le sujet. Donc si le sujet il se déplace sur le long de l'appareil, enfin sur le capteur finalement, sur la zone en fait du viseur, eh bien les collimateurs ils vont changer, ils vont le suivre. Ça, il y a certains appareils qui le font de plus en plus maintenant. Voilà, pourquoi on ne choisit pas toujours le central en tout cas. Mais quand on peut, c'est quand même mieux. En général, c'est le plus performant. C'est ce qu'on a. Alors, il y a des collimateurs en croix, des collimateurs machin, bidule truc. Bon, je ne suis pas un pro de tout ça. Mais en tout cas, souvent le central, lui, c'est le plus performant parce que c'est le plus utilisé, quoi. Voilà. D'autres questions? Non. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Donc, merci de nous avoir suivis. Ah oui, j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant, pardon. Hop, j'ai une petite feuille pour pas oublier. Si vous avez besoin justement d'éclaircissement, tout n'est pas clair là, parce que j'explique mal, ok, pas de problème. Parce que ça fait trop d'informations d'un coup, c'est certainement. Il y a une personne qui est prête à vous accompagner, faire une sortie avec vous, pour vous montrer un petit peu différentes choses. Vous allez faire des photos ensemble, et il va vous montrer ce qui ne va pas sur vos photos, comment les corriger, etc. Donc il s'agit de Laurent Fialex. Donc vous pouvez le contacter soit sur Facebook, soit sur le forum. Laurent, tiens, si tu veux te lever et venir que au moins les gens voient ta tête, qu'ils n'aient pas trop peur quand même. Bonjour à tous. Voilà, tiens, mets-toi plus par là pour être sûr qu'on te voit. Voilà. Voilà Laurent. Donc voilà, Laurent, il est prêt à vous accompagner si vous avez besoin. Il ne faut pas hésiter à demander. Il fait beaucoup de sorties, Laurent. Il est tout le temps dehors quasiment. Donc tu dors dehors, ouais, bah, c'est ça. Bah, ouais, à mon avis, il y a des fois où tu dois dormir dehors quasiment. Donc, alors c'est un spécialiste de l'animalier, mais il ne va pas forcément faire des sorties que pour l'animalier. Hein, si vous voulez juste prendre en main l'appareil photo, maîtriser certaines choses qu'on a besoin de maîtriser quand on est débutant, Laurent est vraiment la bonne personne pour vous accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à lui. Voilà. Merci Laurent. Voilà, bah écoutez, merci à tous. Et puis bah, on se revoit au prochain live qui est prévu le premier mercredi du mois prochain. Donc on a prévu de faire un live tous les premiers mercredis. On va voir si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas c'est ce qui est prévu. Tous les premiers mercredis du mois, ouais. Voilà. À bientôt.